Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule scientifique. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo scientifique sur un sujet dont beaucoup ont déjà parlé avant moi, l'homéopathie. Et pourquoi une vidéo sur ce sujet qui est déjà tellement abordé, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement car j'aimerais en parler selon mon propre point de vue. Vous le savez probablement maintenant, j'essaye toujours de rassembler derrière les idées scientifiques plutôt que d'essayer de diviser. J'essaye d'aborder les choses avec bienveillance et sympathie, et donc je pense que mon avis ici pourrait être intéressant. Comme dans les vidéos sur les remèdes de grand-mère, le but de ce type de capsule scientifique est de pouvoir voir si les données réelles, donc les infos sur l'homéopathie, sont valables, voir si la science les valide ou les invalide, et de pouvoir en discuter tout simplement. Le but est donc d'être le plus objectif et didactique possible. Allez, trêve de bavardage, tu es prêt? C'est parti pour une nouvelle capsule scientifique. L'homéopathie a beaucoup fait parler ces dernières années. Entre remboursement, déremboursement, remboursement partiel, de nouveau déremboursement, il est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Dans notre société actuelle, qui est de plus en plus polarisée en partie par les réseaux sociaux, on a de plus en plus l'impression qu'il faut être soit à 100% pour l'homéopathie, la défendre bec et ongle, quitte même à ne pas comprendre certains paradoxes, ou être à 100% contre, quitte à insulter les personnes qui sont pour. On ne peut pas être un peu au milieu des deux. Mais pour autant, faut-il absolument réfuter totalement l'homéopathie? Ne peut-on pas y trouver certaines qualités qu'on ne trouve pas en médecine traditionnelle? N'aurait-elle pas certains avantages? Vous me connaissez, je lutte énormément contre la pensée binaire qui veut que l'on doit forcément être pour ou contre quelque chose ou quelqu'un. Pour autant, ne pourrait-on pas sortir de cette vision où tout est tout noir ou tout blanc et apprécier toute la gamme de gris qui se situe au centre de ces couleurs? Je vous propose d'aborder cette nouvelle vidéo en 4 chapitres principaux. D'abord, je vais parler avec vous du principe et des origines de l'homéopathie, en résumé bien entendu. Ensuite, je regarderai le point de vue de la science face à l'homéopathie. Je chercherai des études scientifiques qui vont permettre de valider ou d'invalider l'homéopathie. Ensuite, on parlera sur un chapitre entier de l'effet placebo. Et enfin, je vous donnerai mon avis personnel sur l'homéopathie dans le dernier chapitre. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, ma vidéo est chapitrée, vous le voyez ici en dessous, les différents chapitres qui s'affichent. Si vous souhaitez couper au cours, voire revoir un chapitre en particulier, c'est possible facilement. Et comme d'habitude également, pour favoriser l'accessibilité à mon contenu, les vidéos sont sous-titrées avec mon texte et elles sont également traduites en anglais et en espagnol, rien que ça. C'est bon, tout ça est en ordre? Alors maintenant, on va commencer par parler de l'homéopathie, de ses principes et de son inventeur, ainsi que des circonstances dans lesquelles tout ceci a été établi. Le principe de l'homéopathie a été inventé par Samuel Hahnemann, un médecin né en 1755 en Saxe, en Allemagne actuelle, et décédé en 1843 à Paris. Actuellement, son corps repose au cimetière du Père-Lachaise. Hahnemann est médecin itinérant en Allemagne au XVIIIe et XIXe siècle. Rapidement, il se rend compte que sa pratique ne lui apporte pas toute la satisfaction qu'il attendait. Son travail est trop chronophage, mal rémunéré, et très vite, tout ceci a raison de sa pratique conventionnelle. À partir de 1796, il décrit les premiers principes de l'homéopathie et prépare lui-même des médicaments à concentration infinitésimale. Sa pratique n'est pas bien vue par ses confrères, et il est même attaqué pour pratique illégale de la pharmacie. Il déménage ensuite à Paris, où sa pratique de l'homéopathie trouve un essor, et se fait même une jolie réputation en sauvant la vie de quelques patients que leur médecin avait déclarés irrécupérables. Il aurait même traité des célébrités de l'époque, comme par exemple l'écrivain Eugène Sue. Le principe de l'homéopathie est le suivant. Si une substance peut provoquer une maladie chez un individu, elle peut également permettre à cet individu de se soigner, mais à condition qu'elle soit administrée en quantité infinitésimale. Ainsi, le corps apprend de cette substance et permet de se guérir tout seul. Ceci est tout à fait différent de ce qu'on appelle la mithridatisation. Cette pratique consiste à ingérer des doses croissantes de poison pour permettre au corps de tolérer ce poison et de ne pas terminer empoisonné. Et bien entendu, cette pratique ne fonctionne pas avec des poisons forts ou avec l'alcool, car bien entendu, le corps finit toujours empoisonné.
Par contre, c'est le principe même de la désensibilisation aux allergènes pour les patients polyallergiques par exemple. On administre des doses croissantes d'allergènes auxquels le patient répond normalement mal, dans le but que celui-ci finisse par tolérer le produit. Le terme mithridatisation provient en réalité du roi Mithridate, un roi qui vécut avant notre ère, qui, pour se protéger d'un éventuel empoisonnement, avait avalé des doses croissantes de poison disponibles à son époque. La légende dit qu'à la fin de sa vie, il aurait voulu se suicider par empoisonnement et n'y serait pas parvenu. Mais contrairement à la mithridatisation, le principe de l'homéopathie est tout autre. Ici, les substances toxiques sont fortement diluées. On utilise pour la dilution le principe de CH, c'est-à-dire centésimale anémanienne. Une dilution de 1 CH correspond à une dilution de 100%. Ceci veut dire que pour une substance quelle qu'elle soit, on dilue 1 ml de la teinture mère de cette substance dans 99 ml de solution. La substance est donc 100 fois moins concentrée. Et pour chaque CH, on dilue cette solution, à nouveau diluée, encore de 100 fois. Paradoxalement, on considère en homéopathie que plus une substance est diluée, plus elle est puissante. Pour vous donner un exemple, une solution de sépia à 5 CH, comme j'ai parlé dans la dernière capsule scientifique, correspond à ceci. 1 divisé par 100, divisé par 100, divisé par 100, divisé par 100, divisé par 100. Ou pour l'écrire différemment, 1 sur 10 milliards. On considère que pour cette dilution, c'est l'équivalent d'une goutte de sépia que l'on verse dans une piscine olympique. À 12 CH, c'est l'équivalent d'une goutte de produit dilué dans tous les océans de la planète. Une sacrée dilution donc. Cette solution est ensuite recueillie, oui, on parle bien de l'entièreté de la piscine olympique, et elle va être dynamisée. Dynamiser, ça veut dire très schématiquement que la solution va être agitée. Ceci doit augmenter la puissance de la solution. Cette solution est ensuite vendue telle qu'elle ou pulvérisée sur des granules de sucre ou encore transformée en pommade et en gel cutané. Contrairement aux produits pharmaceutiques, les produits homéopathiques ne doivent pas faire preuve de leur efficacité pour être mis sur le marché. Au contraire, ils doivent simplement prouver leur innocuité, c'est-à-dire le fait qu'ils soient totalement inoffensifs. Le traitement homéopathique ne se base pas uniquement sur les symptômes, il est en général personnalisé par rapport au patient. Ceci veut dire que 2 patients avec les mêmes symptômes ne recevront pas forcément le même traitement, mais également qu'un patient qui se présente 2 fois chez un homéopathe, avec 2 pathologies totalement différentes, peut ressortir les 2 fois avec le même traitement si l'homéopathe juge que c'est nécessaire. Vous vous en doutez, de nombreuses études scientifiques ont été dirigées afin de prouver si oui ou non l'homéopathie avait un quelconque effet intéressant ou non. Mais avant toute chose, avant de parler des résultats, je vous propose un court rappel sur ce qu'est la méthode scientifique, comment tout ça fonctionne. La méthode scientifique, c'est la méthode qu'utilisent les scientifiques, donc comme son nom l'indique, qui leur permet de savoir si un traitement, une molécule, est adapté ou pas à une situation particulière. Cette efficacité, on ne la déduit pas nous-mêmes. Cette efficacité, elle est trouvée au cours de nombreuses études scientifiques qui sont réalisées par des chercheurs. C'est leur métier. Une des études les plus intéressantes est l'étude en double aveugle versus placebo. Dans ce genre d'étude, on administre à une population un traitement que l'on veut tester et on administre à l'autre population un placebo. On appelle cette étude double aveugle car le patient ne sait pas quelle molécule il reçoit et le professionnel ne sait pas non plus quelle molécule il administre, afin d'éviter toute influence positive ou négative de la part du patient ou du professionnel. On regarde alors les résultats et par diverses méthodes de calcul statistique, on obtient une conclusion. Lorsque l'amélioration est équivalente dans les 2 groupes, on déduit que la molécule est aussi bonne qu'un placebo, donc inefficace en réalité, dans l'indication pour laquelle la molécule a été testée en tout cas. Si le groupe qui a reçu la vraie molécule se retrouve dans une meilleure situation que le groupe placebo, on en déduit que la molécule a un intérêt dans l'indication étudiée, et si le groupe se retrouve dans une moins bonne situation que le groupe placebo, on en déduit que la molécule n'a aucun intérêt dans l'indication étudiée, voire même un effet négatif. Bon, tout ceci est un peu plus complexe bien entendu, mais ainsi vous pouvez comprendre grossièrement comment fonctionnent les études. Pour être valable, une étude doit être réalisée sur un grand nombre de personnes, sur une durée suffisante et avec des critères recherchés précis et précisés avant même le début de l'étude. Elle doit également être reproductible dans des conditions différentes et reproduite pour pouvoir être avalisée. Ceci explique déjà simplement pourquoi un cas particulier ne peut jamais être pris pour une généralité. Si vous avez l'habitude de vous frotter une rondelle de concombre sur le gros orteil pour combattre le rhume, et que vous trouvez que ça marche très bien sur vous, c'est une chose. Mais pour autant, doit-on proposer ceci à toute une population qui a un rhume ?
Ceci explique également pourquoi une étude conduite par un scientifique, portant sur un tout petit nombre de patients et dont les données ne sont pas claires, n'est pas valide non plus. Bon, tout ceci étant dit, il est à présent temps de vous montrer les résultats des études scientifiques. Comme d'habitude dans ce genre de vidéos, les capsules scientifiques, tous les liens des documents que j'utilise sont dans la description ici en dessous. Une première étude majeure sur l'homéopathie a été menée par le NHMRC en Australie. Cette étude a repris 57 méta-analyses publiées entre 1997 et 2013, qui regroupent donc un total de 176 études scientifiques. On peut difficilement faire plus précis comme étude. La méta-analyse étant le niveau de preuve le plus solide en recherche scientifique, une étude qui analyse des méta-analyses ne peut être que solide, en tout cas selon les critères en vigueur. Et cette étude ne laisse que peu de place au doute. Il n'existe aucune maladie dans laquelle il existe une seule preuve que l'homéopathie soit efficace. L'homéopathie ne devrait pas être utilisée pour traiter des maladies chroniques, sérieuses ou qui pourraient le devenir. Les patients qui optent pour l'homéopathie mettent leur santé en jeu s'ils retardent ou rejettent les traitements pour lesquels il existe de fortes preuves d'efficacité. Les personnes qui pensent utiliser l'homéopathie devraient d'abord consulter un médecin. Ceux qui l'utilisent déjà devraient en avertir leur médecin généraliste et continuer d'utiliser les traitements prescrits. Plutôt salé, non? Cet article ne laisse que très peu de place au doute. Non seulement, en plus d'être totalement inefficace, l'homéopathie est en plus dangereuse. Dangereuse dans l'éventualité où l'homéopathie retarde l'accès à des traitements conventionnels et reconnus. En 2017, le Conseil scientifique des académies de sciences européennes sort également un rapport qui est sans équivoque et que je vous place pour information dans la description de cette vidéo. Une fois de plus, aucune place n'est strictement laissée à l'homéopathie. Un point intéressant de cette recommandation est le suivant. La promotion et l'utilisation des produits homéopathiques risquent d'entraîner des dommages importants déjà mentionnés. En outre, l'homéopathie soulève des questions relatives au consentement éclairé du patient, dans le cas où des praticiens prescrivent ou recommandent des produits qu'ils savent biologiquement inefficaces. Enfin, les préparations homéopathiques posent également, en raison du manque de contrôle de leur production, des problèmes potentiels de sécurité. Une fois de plus, aucune place n'est laissée en thérapeutique conventionnelle pour l'utilisation de l'homéopathie. Cette pratique est même considérée comme dangereuse en raison du manque de contrôle de la production de ces médicaments. Toutes ces études concluent donc que l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. Mais au fait, est-ce que vous connaissez exactement l'effet placebo? Eh bien, on va en parler tout de suite. L'effet placebo, c'est très connu du grand public, vous avez forcément déjà entendu parler de ça. Mais il existe encore énormément de fausses informations qui circulent sur le sujet. Je vais donc tenter dans ce chapitre de vous expliquer clairement ce qu'est l'effet placebo et de réfuter quelques fausses idées communément admises. L'effet placebo est pourtant assez simple à définir. Cet effet consiste en la sensation positive ressentie par le patient après l'administration d'une substance ou d'une thérapeutique qui n'est pas reconnue pour avoir un effet bénéfique sur la pathologie traitée. Cet effet positif est à la fois subjectif, c'est-à-dire ressenti par le patient. Dans le cadre d'une nausée, par exemple, si on administre au patient un produit qui n'est pas reconnu pour traiter la nausée, comme une granule de sucre tout simple par exemple, et que ce patient ressent un effet positif par rapport à sa nausée suite à l'administration du produit, on parlera ici d'un effet subjectif positif, c'est de l'effet placebo. Mais les effets positifs de l'effet placebo ne sont pas que subjectifs. On a pu observer dans de nombreuses études des effets physiques également, comme une diminution de la fréquence cardiaque ou une modification de la concentration de certains ions sanguins, bref, des choses qu'il est impossible de modifier volontairement. Dans une étude scientifique de type médicament versus placebo, on observe régulièrement un effet positif chez les patients qui sont traités par le placebo. Mais cette sensation positive est a priori inattendue. Pourquoi des patients ressentiraient-ils un effet positif alors qu'on ne leur a pas administré de réel traitement ? Eh bien, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer cette réponse, parmi lesquels la relation entre le soignant et le soigné. Si le soigné fait fortement confiance au soignant et que le soignant a fortement confiance en son traitement, le soigné a beaucoup plus de chances de ressentir un effet positif. La forme du traitement, gouttes, comprimés, pommades, mais également son coût, influe aussi sur l'effet ressenti par le patient. Je n'ai pas trouvé d'études sur le lien entre le coût d'un traitement et son ressenti, en matière de placebo, mais il pourrait s'agir ici d'un biais plutôt facile à comprendre. Si on investit dans un traitement une grosse somme d'argent, on va forcément avoir plus envie que celui-ci fonctionne, non ?
Vous l'avez remarqué, j'ai utilisé le terme de biais. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que sont les biais et en quoi les biais peuvent influencer les études scientifiques mais également les ressentis des patients, je vous conseille de faire un petit tour sur une autre chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais, que je vous place ici en lien. C'est une chaîne qui vous présente avec intelligence de nombreux sujets relatifs aux différents biais existants et qui a également réalisé une étude sur l'homéopathie que je vous conseille d'aller regarder. Ah oui, une dernière chose au fait. On se réfère souvent à l'effet placebo comme quelque chose de positif, mais sachez qu'il existe également parfois des effets négatifs ressentis par le patient lorsqu'on lui administre une substance non active. On appelle ça un effet nocebo. Et voici le moment que vous attendiez. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas le chapitre le plus intéressant de cette vidéo, c'est clair. En tant que professionnel de la santé, on me demande souvent mon avis sur des traitements homéopathiques, et celui-ci n'est peut-être pas aussi tranché que vous auriez pu vous y attendre. L'homéopathie est pour moi une thérapeutique complémentaire. Je n'en prescris pas, à titre tout à fait personnel, mais je peux parfois comprendre que ce genre de traitement soit utilisé, et dans des conditions bien précises uniquement. Par exemple, pour traiter des pathologies pour lesquelles un traitement reconnu est déjà appliqué, mais pour lequel le patient souhaite un ajout, pour contrer des effets secondaires ou pour augmenter un peu son bien-être. Dans le cas de nausées légères suite à la prise d'un traitement, de douleurs de gorge déjà explorées par un médecin, ou de sensations de mal-être mal définies, l'homéopathie ne me dérange pas. Et si vous l'avez bien remarqué, j'ai bien précisé « ne me dérange pas ». Le traitement homéopathique n'est pas quelque chose que je pratique, mais pour autant, objectivement, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Et non, ça fonctionne aussi bien qu'un placebo. Et un placebo, fondamentalement parlant, ça fonctionne, dans 20 à 30% des cas, mais pas pour une raison bien connue. Et ça, c'est un frein majeur. J'ai personnellement un problème avec les thérapeutiques dont le mode d'action est inconnu. Dans le cadre d'un traitement bien connu et codifié, comme avec de l'azithromycine dans le cadre d'une infection bactérienne sensible par exemple, on sait comment fonctionne le produit, on connaît son action, et que le patient y croit ou pas, le traitement va fonctionner. Car oui, c'est bien le principe de croyance qui me dérange en tant que professionnel de la santé. Quand je propose une thérapeutique à un patient, il est important pour moi de savoir pourquoi je le prescris et dans quel intérêt je le lui donne. Il faut aussi pouvoir expliquer quels seront les effets attendus pour le patient, tant positifs que négatifs. Ces effets sont préétablis et donc ils sont attendus. Et dans le cadre de l'homéopathie, cet effet est tout simplement imprévisible. Parfois ça marche, ça apporte un peu de bien, mais souvent ça ne donnera rien. Et pendant ce temps-là, où le patient a pris un traitement alternatif, il a dépensé de l'argent, utilisé de l'énergie et peut-être, qui sait, retardé le recours à un professionnel de la santé. Et oui, c'est un autre problème avec l'homéopathie, son recours intempestif dans des pathologies qui ne sont absolument pas de son ressort. Il est strictement interdit de recourir à l'homéopathie dans des pathologies graves telles que le cancer par exemple, dans le but d'obtenir un quelconque effet positif. Pour une pathologie aussi grave qu'un cancer, utiliser un traitement dont l'effet n'est pas connu précisément serait une erreur médicale et une mise en danger de la vie d'un patient, en retardant le recours à des traitements médicaux appropriés. Si vous envisagiez ce genre de traitement, réfléchissez-y donc bien à 2 fois et je vous en prie, consultez d'abord votre médecin traitant. Par contre, pour une douleur de gorge légère inaugurale, pour une douleur à l'oreille, pour une toux légère et en attendant de consulter un médecin, pourquoi pas, tant que vous pouvez vous le permettre bien entendu. J'entends déjà les commentaires qui vont être postés dans la section dédiée juste ici en dessous. Vous allez me parler de l'homéopathie qui a permis de soigner des vertiges contre lesquels la médecine traditionnelle n'avait aucune emprise, etc. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais en tant que professionnel de la santé, je ne peux pas me baser sur un avis, aussi éclairé et intelligent soit-il, pour prescrire ou recommander un traitement quel qu'il soit à des patients. Je dois savoir de quoi il en est. Je dois savoir comment, pourquoi, à quel dosage, même si le traitement a été très puissant pour vous, ce ne sera pas le cas pour un autre. Pour prendre un autre exemple, qui m'est réellement arrivé cette fois, un patient m'a raconté un jour à quel point il avait été soulagé dans son processus de deuil en allant brûler un cierge à Lourdes. Une fois la mèche allumée, il s'est senti libéré d'un poids qu'il traînait depuis fort longtemps, et ceci l'a bien aidé à avancer dans la vie. C'est très bien pour lui. Mais pourtant, dois-je, moi, médecin, proposer à tous mes patients qui ont un problème de deuil de brûler un cierge à Lourdes ? La réponse me paraît évidente. Si cela vous a fait du bien, c'est une excellente chose et ça ne doit pas se renier. Mais pour autant, je ne vous le conseillerais pas. Parce que chimiquement, scientifiquement, médicalement, ce type de thérapeutique ne devrait pas provoquer un effet positif, tout simplement. Et c'est la même chose pour l'homéopathie.
Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ce concept vous a plu. Normalement, la vidéo est plus longue que les précédentes. Je reste dans l'optique de ces capsules scientifiques où je parle avec vous d'un sujet scientifique en essayant de confronter les données actuelles aux données de la science et voir si la science peut valider ou non ces traitements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à me laisser plein de pouces bleus, à me laisser plein de commentaires positifs ou négatifs tant qu'ils sont constructifs, ça m'intéresse, et à la partager sur vos réseaux sociaux bien entendu. Et bien entendu, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça se passe ici en dessous. Ainsi, vous pourrez voir toutes les prochaines vidéos, c'est gratuit pour vous et moi ça me permet de développer plus facilement ma chaîne. Merci à tous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut!